franchement, les moments les plus durs, c'est quand tu vois une femme enceinte arriver qui te dit qu'elle a pas mangé depuis 2 jours et que tu es en France, tu vois? Et qui te dit qu'elle a dormi à l'arrêt de bus. Ça, c'est des moments trop durs. Ou quand tu vois, des nouveau-nés pareil, des nouveau-nés, tu te dis: «Ils ont dormi dehors avec leur maman, sur le trottoir». Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Donc tu te dis: «Purée, ces familles, elles cumulent tellement en fait». Elles cumulent la précarité, elles cumulent l'exil, parce que c'est pas facile de quitter, le pays où tu es né, où tu as grandi, où tu étais bien, comme si c'était un choix de vie en fait. Mais non, c'est pas un choix. C'est que voilà, c'est des personnes, elles ont pas eu le choix et ça, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas et en plus de ça, bah, se rajoute, la maladie, la mort, tout ça. Tu te dis: «Purée, elles cumulent tout à tous les niveaux». Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Samra. Aleykoum salem. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci, à toi, pour l'invitation. Je suis très honorée. Donc, si je peux te présenter, je vais essayer de te présenter assez rapidement. Tu me dis si je me trompe. Donc, tu es sage-femme, Oui, c'est ça. tu es présidente de l'association Un petit bagage d'amour, Oui, tout à fait. donc qui est basée, en France. Et donc tu jongles un peu entre ton métier de sage-femme et ton rôle dans l'association. C'est ça et le troisième rôle familial, mais bon, c'est une Rôle familial. parenthèse. Oui, mais c'est ça prend une grande part de notre temps, donc oui, rôle familial. Tu as Ça tout à prend fait plus de raison. temps, je crois. Donc, dis-moi ça, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton association Un petit bagage d'amour? Oui, donc alors l'association, elle a vu le jour en 2016. Mmh. Donc comme tu l'as dit, donc je suis sage-femme depuis 10 ans et je travaillais dans un hôpital donc à Paris qui, s'occupe, des femmes, enceintes, et des femmes avec bébés, dans la précarité notamment. Parce que, ça on prend en charge les mamans qui ont des troubles, médicaux, psychosociaux et donc il y a beaucoup de précarité dans les patients pris en charge et ben, l'année où l'asso a vu le jour, en fait, j'étais enceinte. D'accord. Donc j'étais un petit peu plus, sensible à tout ce qui était, bah, en fait, ouais, je pense que c'était un peu hormonal quoi, des choses que je voyais avant mais qui n'avaient pas eu le même impact chez moi. Mmh. Là, notamment, je devais transférer une femme enceinte de jumelles parce qu'on faisait pas les accouchements dans cet hôpital. Au moment où elles se mettent en travail, en fait, on les transfère dans l'hôpital où elles sont suivies pour accoucher Mmh. et donc cette dame, je lui demande de prendre ses affaires pour ses petites et en fait, elle avait rien. Elle avait un sac plastique avec deux trois trucs dedans, genre brosse à dents et voilà. Mais elle avait D'accord. pas d'affaires pour ses bébés et donc elle m'avait dit: «Ouais, j'ai rien en fait, j'ai pas les moyens, j'ai rien». Donc elle est partie à la maternité comme ça en fait, sans rien OK. et du coup, ça m'a complètement, ben, bouleversée en fait. Moi-même, j'étais enceinte. Je venais de préparer, le bagage de de mon bébé Oui, parce qu'en général, et je me les femmes savent très bien, mais ou les hommes qui sont passés par là, oui, c'est vrai, les autres, heu, voilà. Donc quand on est enceinte, on prépare, ce qu'il faut pour l'arrivée du bébé vers le 7e mois à peu près et on y prend un grand plaisir et ça permet de concrétiser, mmh, le bébé qui va venir, en fait. en général, un sac, une petite valise avec, des vêtements de rechange, des genouillères, des biberons. Voilà, ses premiers petits habits, ses couches, ses affaires de toilette. Il y a pas de biberon au début, non, ils sont trop petits pour un biberon. Non, non, le biberon, non, non, non. On encourage l'allaitement maternel à fond, là. Ouais. À moins qu'il y ait des femmes qui d'emblée savent qu'elles vont pas allaiter. Mmh. Du coup, bon, ben, elles prennent des biberons dans le sac, mais sinon, ouais, non, il y a pas besoin. Puis au cas où, de toute façon, la maternité, elle fournit, quand il y a besoin. Ça, c'est marrant, tu vois? Ça, c'est des choses qui évoluent dans les mœurs et dans ce qui est considéré comme bien ou pas bien. Mmh. Pendant un long moment, ben, l'allaitement, c'était considéré comme pas bien, enfin, dans les Ouais, années dans 90. les années ouais, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des périodes, des longues périodes où l'allaitement artificiel, il était, limite, sacralisé et bah, là, c'est bien, on revient, à l'allaitement maternel, quoi. Mais tout ça, c'était une histoire de laboratoire. En 20 ans, on peut être diabolisé parce qu'on allait C'est ça, et puis ça revient, exactement. et du coup, je te laisse Ah continuer. oui et du coup, ben, le soir même, en fait, je suis rentrée chez moi et j'ai parlé à mon mari, je lui ai raconté un peu la scène, je lui ai dit: «Ouais, faut faire quelque chose là. J'ai envie de monter mon assos». Je lui ai dit ça le soir même. Après il m'a dit: «Oui, bah, ouais, c'est une bonne idée». Mais il s'attendait pas à ce que la semaine d'après, la chambre de ma fille soit envahie de d'affaires, en fait. Ouais, Ça a été très, très vite.
En fait, le soir même, j'ai créé une page Facebook Mmh. qui a vraiment tourné dès le début, en fait. Dès le soir, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui suivaient la page, des propositions de dons. La semaine d'après, si tu veux, vraiment, j'étais envahie au niveau de chez moi. J'avais plus de place, pour marcher dans la chambre de mon bébé, donc c'était bien. De toute façon, je voulais pas le mettre dans sa chambre au début. Mmh. Et puis après, en fait, vite fait, une amie m'a rejoint dans le projet et puis d'autres amis et ben, voilà, au point qu'aujourd'hui, l'association a pris une grande ampleur. On a ouvert des antennes dans d'autres villes et ça continue, quoi. Il y a d'autres antennes qui sont en train de voir le jour. D'accord, donc ça a commencé dans quelle ville tout ça? Melun, Melun. ça a D'accord, commencé à Melun, voilà. OK. Donc au début chez moi, après on a loué un garage. Enfin, mon mari, ça m'a trop fait rire parce qu'au début, c'était un garage pour sa voiture et ça s'est transformé en local, Mmh. du coup. Du coup, sa voiture dormait dehors. Après, on a cherché un local sur Montreuil. En fait, on a cherché un local, toujours sur la page là, Facebook, Mmh. vu qu'il y avait beaucoup de gens qui nous suivaient, dont des personnes du monde de la télé, l'une d'elles nous a mis en contact, en fait, avec un producteur, réalisateur de films qui avait un hangar qui était vide à Montreuil. Donc il s'appelle, Halil, Cherti, OK. que je remercie énormément. Donc il nous a, donné, gratuitement, prêté un local pendant, au début, c'était parti pour 6 mois. On est resté 2 ans dans ce local à Montreuil D'accord. et on avait 100 m² dispo pour pouvoir entreposer tous les dons qu'on recevait et pour pouvoir, préparer, les affaires, les bagages et distribuer aux mamans dans la précarité. Donc Heu, après, pareil au je suis en train de niveau regarder du la distance sur Google Maps là de Melun, Montreuil. Vu que je suis pas de la région parisienne, je connais pas très bien, donc 50 minutes. ouais, c'est ça. Et du coup, tu faisais les allers-retours pour Oui, c'est ça. Je faisais les allers-retours. Bah, j'y allais souvent en transport, en fait, c'était plus simple. C'était bien desservi ouais, et j'avais beaucoup d'aide aussi, hein. Franchement, mes amies, elles ont assuré dès le début, hein. J'ai beaucoup délégué. tu as partagé ça sur des groupes Facebook, de femmes enceintes ou de femmes? Voilà, au début, c'était des groupes, de réfugiés, d'aide aux réfugiés. OK. Donc il y avait plein de groupes d'aide aux réfugiés qui ont beaucoup soutenu le projet aussi et Mmh. ensuite, effectivement, ça tournait pas mal, dans les groupes de femmes enceintes, donc qui pareil, étaient dans la même, sensibilité. Même aujourd'hui, hein, on a beaucoup de femmes enceintes ou de femmes qui viennent d'avoir des bébés qui, nous contactent pour, les dons Mmh. et qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, il y a eu tellement de trucs, c'est dur un peu de faire chronologiquement. Bah, je suis sur votre site là, en fait. Je vois qu'on a il y a plusieurs onglets. Il y a «Je suis enceinte», «Je suis maman», «Je Oui, signale un besoin». J'imagine que tout ça, il y c'est avait ça. pas avant. Quand vous avez commencé, il y avait pas de site, il y avait pas de Non, il y avait pas de site au juste une début, page Facebook? juste une page Facebook, ouais, tout se passait sur la page ou un MP Mmh mh. et après, il y a le site, qui a vu le jour grâce à une, Annie Liseron Mmh. qui, suivait aussi la page et qui était aussi dans une association d'aide aux réfugiés Mmh. et qui a été très, très, soutenante pour le projet dès le début et encore aujourd'hui Mmh. et par rapport au local, donc voilà, après en fait les assistantes sociales des maternités de Paris et des, PMI et des diverses, structures sociales ont commencé progressivement à nous connaître et à nous contacter. Parce que c'était quoi votre action au départ? C'était d'aider les femmes enceintes, mais comment vous ça C'est ça. marchait comment, en fait? Ça marchait comment? En gros, on nous signalait, des femmes à la rue, qui avaient pas d'affaires, des femmes, enceintes dans la grande précarité, enfin des voisins qui signalaient, des amis ou des personnes surtout qui aidaient les réfugiés. C'était surtout ça au début, les signalements, Beaucoup de qui nous réfugiés? contactaient. Voilà, beaucoup. Au début, c'était, je sais pas si tu te rappelles, les femmes qui étaient, il y avait des femmes, des hommes qui étaient, à Porte de la Chapelle, dans les tentes. D'accord, oui, oui, très bien, oui. Donc voilà, il y avait des femmes enceintes parmi, ces réfugiés. Donc au début, Mmh. tout au début, c'était pour ces femmes-là qu'on nous contactait. D'accord. Du coup, on vous contactait, c'était des connaissances ou des gens qui voyaient dans la rue et qui disaient: «J'ai croisé telle». C'était surtout des associations qui faisaient des maraudes sur place, OK, qui distribuaient à manger, des habits, tout ça et qui nous contactaient parce que pour, les affaires bébés, en fait, d'accord. ou pour la femme enceinte, pour qu'elle ait ce qu'il faut pour la maternité. Ces personnes-là vous donnaient des locations et vous vous rendiez sur ces endroits? Voilà, donc souvent, ces femmes avaient quand même des puces de téléphone, enfin des téléphones, donc elles nous donnaient les numéros en nous D'accord. disant la langue qui était parlée et après on se débrouillait pour aller sur place ou on donnait rendez-vous aux personnes qui suivaient ces femmes pour remettre les bagages aux intermédiaires ou on allait directement, voir, ce qui se passait, sur, place quoi, au niveau des tentes. Au début, tout au début, c'était comme ça. OK, et vous aviez décidé d'un bagage type?
Alors oui, moi, au début, j'avais fait un bagage type qui suivait, la maternité où, je travaillais, l'autre maternité, parce que j'avais 2 sites, 2 lieux de travail, en fait, à mi-temps chacun et donc l'autre maternité où je Mmh. travaillais, c'était comment dire? C'était une maternité qui faisait des accouchements. Du coup, il y en avait, une liste pour, la valise. Donc il y avait, en D'accord. gros, pour résumer, des couches, des produits, d'hygiène pour le bébé, pour la maman aussi, des petits bodys pour accueillir le bébé, des chaussettes, des gilets en laine, des pyjamas, gigoteuses et on rajoutait forcément des porte-bébés. Parce que dis-toi que c'est des mamans qui avaient même pas de quoi, prendre le bébé quand elles sortaient de la Mmh. maternité. Donc des fois, elles sortaient avec le bébé Oui, sous le bras, quand on n'avait pas de porte-bébé, sous le bras avec les valises à côté, enfin, tu la précarité, quoi. ouais et ça a fonctionné grâce aux dons? Ah oui, grâce aux dons, ça a fonctionné, ça fonctionne encore toujours aujourd'hui grâce aux dons. Les particuliers, franchement, on croule sous les dons, voilà, vraiment, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous donnent, tous ceux qui nous suivent. Quand tu écoutes les médias, des fois, tu as l'impression que, ben non, en fait, les gens, ils sont hostiles, aux réfugiés, hostiles à l'accueil et tout ça. Mais je t'assure que les gens, ils sont très, très solidaires et très sensibilisés à l'accueil des réfugiés. Et c'est par rapport aux réfugiés ou par rapport aux bébés, tu penses? Il y a les 2, hein. En fait, si tu veux, c'est des personnes, dans tous les cas, particulièrement vulnérables, la population qu'on vise. C'est des femmes enceintes Mmh. et des bébés forcément qui arrivent. Donc peut-être qu'il y a de ça qui joue aussi, mais quand je vois aussi toute la solidarité qu'il y a à côté, par rapport aux hommes réfugiés, tu vois, Oui. je me dis que, bah, c'est une cause globale, quoi. Les gens, ils sont sensibilisés de toute façon à la précarité et peu importe d'où elle Mmh. vient. C'est clair. Là, je vois que vous avez mis des chiffres sur votre page, 150 petits bagages d'amour distribués chaque semaine. Au début, vous avez pas autant de bagages. Au début, c'était, on va dire, peut-être 3, 4 bagages par semaine. Donc au début, on a commencé tout doucement. Mmh mh. Et puis après, il y a eu diverses choses qui ont fait qu'on s'est fait beaucoup connaître, beaucoup plus connaître. Bah, on est passé dans l'émission des maternelles, D'accord. une journaliste qui était venue faire un reportage, pour nous. Donc elle nous a suivis pendant toute une, journée pour, voir, comment on travaillait, à qui on distribuait. Mmh mh. L'époque où elle était venue, on avait été, dans un centre, de réfugiés, distribuer des bagages à une famille syrienne, une femme qui attendait un bébé. D'accord. Donc voilà, enfin ce reportage, je sais qu'après on a reçu énormément de messages, énormément de dons. En plus, tu vois, c'est une émission qui, touche, particulièrement les femmes enceintes. Donc voilà. Oui, bah, c'est clair. Mmh. Ensuite, on a eu encore, d'autres opportunités qui nous ont donné de la visibilité. On a eu des trophées comme EDF. EDF, on avait concouru pour, un prix et puis on est arrivé premier. On a gagné je sais plus combien, 10 000 € je crois à Mmh mh. l'époque. Il y avait, Total aussi, la fondation Total pour qui on a gagné un prix, on est arrivé premier aussi. Il y avait, le Crédit Mmh mh. Coopératif et puis on a eu, plusieurs passages aussi sur Europe 1 pour les trophées de l'avenir. Pareil, qui nous ont donné énormément de visibilité, on a eu une vidéo qui a eu, plusieurs centaines de milliers de vues et Oui. suite à ça aussi beaucoup on a beaucoup, beaucoup croulé sous les dons et les demandes. Parce que non seulement les gens qui donnent nous ont vus, mais il y a aussi certains travailleurs sociaux qui ne nous connaissaient pas et qui ont pu nous contacter pour, Mmh. faire des demandes, pour les patientes enceintes ou accouchées qu'elles suivaient. Donc en fait, vous avez croulé non seulement sous la demande, sous les dons, Voilà. mais vous étiez que 2-3 au départ. Donc c'était dur à gérer? Alors tout au départ, on était 3 à 4, mais en fait franchement, en même temps cette visibilité, elle nous a donné aussi des bénévoles. OK. Donc depuis franchement, on a beaucoup de bénévoles, on a un petit pool de bénévoles, on va dire, récurrents, de base, qui est toujours là, Mmh mh. une dizaine à peu près. Un noyau dur? Voilà, un noyau dur, tout à fait et bah, qui peuvent, organiser, les permanences. Ce que je t'ai pas expliqué après Montreuil, il y a eu d'autres choses. Donc on a dû quitter les locaux à Montreuil D'accord. parce qu'à un moment donné, pauvre Haline Cherty, il devait récupérer son local. En fait, il voulait, il avait lancé un appel au moment où nous on cherchait, si tu veux, pour que, quelque chose de bien se passe dans son local. Il voulait qu'il y ait la baraka dans son local avant d'y aménager, en fait. Donc bah, pour le coup, il a tout gagné parce que vraiment, il se passait des choses formidables dans son local. On a pu faire énormément de bonnes actions, alhamdoulilah Mmh mh. et bah, au bout de 2 ans, en fait, il devait refaire des travaux, tout ça pour pouvoir y emménager, quoi, parce que c'était un hangar à la base. D'accord. Donc après, on a cherché, des locaux sur Montreuil. La mairie nous avait fait comprendre clairement, on avait eu des rendez-vous avec eux, que c'était pas possible, en fait, d'avoir un local pour nous, qu'il y avait énormément d'attentes au niveau des associations et qu'il fallait, soit qu'on partage un local, soit qu'on attende.
Donc, on n'avait pas le temps, en fait, parce qu'on avait tout notre stock qui était à Montreuil et qu'on devait stocker quelque part, quoi. Ouais. Alors, on a une bénévole, la plus jeune bénévole de notre association, donc Clémence, qui a écrit un mail le soir même. En fait, elle s'occupait, elle, de gérer les mails, de Ok. demandes, de rendez-vous et tout ça. Donc, le soir même, elle a envoyé un mail à toutes les paroisses de Paris pour chercher un local. Mhm. Et il y a une seule paroisse qui nous a répondu favorablement, enfin qui nous a répondu tout court d'ailleurs, c'est le prêtre de l'église Saint-Sulpice à Paris. D'accord. Donc, c'est la plus grande église de Paris, il faut savoir. Je sais Plus pas. grande église, Je même l'apprends. en fait, si tu veux, là, en ce moment, tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas parce que depuis que la cathédrale Notre-Dame a brûlé, c'est eux qui prennent tout, en fait. Tout ce qui était obsèques de Jacques Chirac et tout ça, c'était là-bas. Ok. Et D'accord. il me semble que c'est la plus ancienne aussi, église Je de suis un Paris. Il culte. me semble que c'est la plus ancienne. Non, non, mais moi aussi, t'inquiète pas, avant, j'étais un culte aussi. C'est juste que maintenant, j'y passe une fois par mois à peu près. Donc, je connais un petit peu plus les lieux. J'ai dû me renseigner historiquement quand même, savoir où j'allais. Ok. Ah, je vois, c'est plutôt bien situé. C'est vraiment. Ah ouais, non, mais c'est super bien situé. C'est très bien desservi, c'est au centre de Paris. Donc, Mhm. c'est facilité d'accès pour les bénévoles, pour les gens qui veulent donner et pour les bénéficiaires surtout, D'accord. qui sont pas qui sont jamais véhiculés, donc Oui. qui ne sont dépendantes que des transports. Donc, pour elles, c'est top, quoi. Vraiment, la baraka jusqu'au bout. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Du coup, ça, c'était quoi, un an après? 2 ans, tu m'as dit, tu es resté 2 ans dans le Ouais, local, donc on est en 2 ans. 2018 maintenant. Oui, c'est ça. On a déménagé en mai 2018, Mhm. 2 semaines avant que j'accouche. Ok. Du troisième bébé, parce qu'entre-temps, il y en a eu un troisième. Ouais, super. Et du Ok. coup, Je te laisse continuer. en fait, voilà, le prêtre donc on a eu des rendez-vous avec lui pour formaliser les choses. On a fait une convention. On a rencontré donc les paroissiens très actifs au niveau de l'église qui ont monté eux-mêmes un petit pool de bénévoles pour venir nous aider en fait quand on venait aux permanences. Mhm. Donc les permanences, elles ont lieu 2 à 3 fois par semaine en fonction des disponibilités des bénévoles. Euh, c'est pas des permanences fixes en fait. On peut pas dire tiens on est là tous les lundis, tous les mardis. On sait pas, on sait jamais vraiment à l'avance. D'accord. On sait peut-être un mois à l'avance quoi, pour pouvoir organiser les choses. Oui, Donc voilà, il y a une très très belle coexistence qui existe à l'église Saint-Sulpice entre des bénévoles de toutes origines, de toutes religions. c'est super. Ouais, c'est vraiment génial. Et le jour où j'ai été rencontrer le prêtre et les paroissiens, en fait, j'étais avec une bénévole qui était là un peu dès le début aussi, Camille, Mhm. et que j'ai appris le jour-là, en fait, qu'elle était juive. Ok. Donc, on était une juive musulmane et des chrétiens en train de discuter autour d'un même thème commun qui était l'accueil des bénéficiaires, comment pouvoir aider ces femmes enceintes réfugiées. C'était trop mignon. J'imagine. C'est clair que c'est super, c'est un bon exemple. Et tu disais que c'est pas des permanences que vous faites enfin, c'est pas régulier. C'est pas des dates fixes avec des horaires fixes. C'est vraiment, on a des bénévoles. Depuis, en fait, on a créé des groupes WhatsApp de bénévoles. Il y a environ 300 membres dedans. Il y a les groupes Facebook fermés aussi, service d'aide aux jeunes mères, Cigogne. En fait, on s'appelle des cigognes, les bénévoles. Oui, Cigogne, un petit bagage d'amour. Donc, c'est un groupe fermé où, quand il y a des bénévoles qui sont disponibles et qui ont l'habitude de faire des bagages, qui peuvent encadrer d'autres bénévoles qui veulent arriver seulement pour le jour-là ou des bénévoles récentes ou voilà. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait toujours quelqu'un qui connaît un petit peu quoi pour pouvoir bien faire les choses. en termes de logistique, comment ça se passe? Vous avez une zone où vous récupérez toutes les livraisons? Voilà, c'est ça. Alors en termes de logistique, donc quand il y a des personnes qui veulent donner des dons qui nous intéressent, Mmh. c'est-à-dire en ce moment, c'est particulièrement les habits bébés 0-3 mois Mmh. pour pouvoir mettre dans les bagages, les produits d'hygiène, les porte-bébés, les poussettes, tout ça. Quand il y a des gens qui veulent donner, on leur dit de venir à l'église Saint-Sulpice quand nous y sommes. Mmh. Donc, on leur donne les dates et les heures auxquelles on y est. Parce qu'ils ne peuvent pas venir déposer en dehors des horaires où nous sommes présents. D'accord. Sinon, ça encombrerait trop les paroissiens, tout ça. Ils ont autre chose à faire, quoi. Mmh. Du coup, il faut vraiment qu'on soit présent quand les gens veulent venir donner. Donc, ils nous envoient des messages privés sur la page ou par mail quand ils veulent venir donner, qu'on leur donne les dispos. D'accord. Et comment ça se passe en amont?
quand on veut faire une permanence, ben, les personnes qui ont l'habitude et qui sont disponibles, elles créent des dates, des événements sur le groupe Facebook et après les bénévoles s'inscrivent et du coup après on communique à ceux qui nous envoient des messages, des demandes, tout ça. C'est comme pour les maraudes, par exemple, il y a des événements et on peut s'inscrire. Mmh. Vous savez à l'avance à qui vous allez donner les bagages? Oui, on sait, ouais, c'est sur rendez-vous uniquement. Si tu veux, au début, tout au début, on fonctionnait sans rendez-vous. Les personnes venaient directement, il y a pas besoin de justificatif, hein, pour venir, voilà et un peu c'était un peu compliqué à gérer parce que parfois on pouvait se retrouver avec 5 rendez-vous, 5 personnes je veux dire, parfois c'était 50 et il y avait trop d'attentes. Donc du coup, on Oui, a dû être obligés de faire un système avec des rendez-vous, que les assistantes sociales nous contactent en amont pour nous faire les demandes. En fait, maintenant les personnes bénéficiaires ne peuvent pas nous contacter directement, il faut qu'elles passent par leurs assistantes sociales pour qu'on soit sûr que ça soit vraiment des personnes qui ont besoin. d'accord. Voilà, parce qu'on a déjà eu des petites surprises, mais je vais passer un petit peu dessus. Et puis du coup, elles viennent, à l'heure du rendez-vous et la date qu'on leur a transmis. On leur a transmis l'adresse aussi. L'assistante sociale, en Mmh. fait, s'occupe de faire le lien, de tout leur transmettre. Et donc Mmh. le jour-là, on se répartit en fait. Il y en a qui préparent les affaires en fonction des stocks qu'on a. Il y en a qui trient les dons qu'on reçoit D'accord. et puis il y en a qui rangent un petit peu le local aussi. OK. Donc c'est un petit travail de fourmi où chacune a son rôle. Du coup, il y a une partie que vous achetez, en fait, à chaque fois et une partie que vous recevez en don? Voilà et ça arrive qu'on fasse des achats grâce aux donations qu'on a, aux dons qu'on a des prix qu'on a gagnés, des gens qui donnent sur PayPal régulièrement ou sur notre compte bancaire ou par chèque, Mmh. ou qui nous apportent les choses des fois, ils nous apportent les choses directement en nature, quoi. Mais ça nous arrive donc d'acheter des choses qui s'écoulent très rapidement comme les couches, Oui, les produits d'hygiène. Ça nous arrivait aussi les porte-bébés, parce que les porte-bébés, il y a énormément de demandes et énormément de besoins. oui. On n'en reçoit pas assez, donc on est obligé d'en acheter, souvent. Mmh. Un panier, ça coûte combien? Un bagage, pardon. Bonne question. On a essayé, je crois, un jour d'estimer le prix d'un bagage. Franchement, je crois qu'on n'a jamais réussi à Ça dépend la un qualité, ça bagage à peu dépend, près voilà. le nombre de Les produits mmh. d'hygiène, tout ça, si tu veux, le plus cher, je crois que c'est les couches, c'est les paquets de couches. Ça doit revenir à 15 € à peu Il y a près. aussi le porte, bébé. Les porte-bébés, ouais. Porte-bébés, en fait, on avait fait une commande sur un site, où c'était vraiment, je pense que c'était pas de bonne qualité. On avait peut-être le porte-bébé à 10 € quoi. Ouais, Là, on essaie de trouver justement des partenariats avec, des entreprises de porte-bébés. d'accord. Donc on avait été au salon du bébé l'année dernière et on avait réussi à louer des liens. Il y avait une marque de porte-bébé connue qui nous avait envoyé de très, très bonne qualité, qui nous a fait envoyer plein de porte-bébés, OK. qui étaient vraiment très touchés par l'action aussi et donc elle voudrait qu'on pérennise un petit peu, ce partenariat. On avait réfléchi un petit peu comment, est-ce que les femmes qui ont acheté des porte-bébés, qui n'en ont plus besoin, peuvent venir les déposer dans, les lieux de collecte, par exemple? Oui, Même, on est en train de réfléchir, c'est en train de se mettre en forme. OK, c'est cool. Et puis on a des partenariats aussi, des choses qu'on n'achète pas, comme les tétines, la marque Mam qui nous donne tous les mois des tétines, des biberons, Ah, voilà. Donc génial. les tétines, les biberons, on n'achète pas. Ouais, ils sont au top. Et du coup, vous êtes basé sur, dans plusieurs villes maintenant? Voilà. Alors on a commencé donc la base c'est à Paris, donc à l'église Saint-Sulpice actuellement. On a une antenne à Pantin qui commence aussi à se développer. Mmh. Donc Pantin, c'est au niveau du laboratoire écologique zéro déchet. D'accord. Donc c'est un lieu qui est tenu par un couple très formidable, Michel et Amélie, OK. qui en plus, de développer en fait, ils ont un énorme lieu de stockage pour nous, 4 000 m². Ah, super. Donc quand on a des grosses livraisons, des grosses palettes et tout, c'est chez eux que ça se passe et on rapatrie sur Paris 6. OK. Et là, ils sont en train d'organiser aussi des permanences à Pantin. Donc ça, c'est top. OK, c'est cool. En plus de ça, ils font un truc en parallèle qui est qui est formidable, c'est qu'ils font de l'accueil d'urgence. Quand on nous appelle, parce que ça arrive qu'on nous appelle le petit bagage d'amour pour des femmes à la rue Mmh. enceintes, des femmes enceintes à la rue, des bébés dehors avec leur maman, parce que malheureusement, on n'en parle plus autant, mais il y en a toujours autant en fait.
c'est Shiraz, ma collègue, ma coprésidente qui, gère un petit peu ce pôle. Heu, En fait, Amélie, Michel accueillent ces mamans. Ils ont aménagé, 3 chambres vraiment pour un accueil très provisoire, Incroyable. mais qui sont très, très, très confortables pour ces mamans et bébés. D'accord. Parce que ces personnes, vous leur fournissez, tout ça, mais du coup, ils doivent venir le récupérer avant d'accoucher? Ouais, dans l'idéal, voilà, c'est ça. Dans l'idéal, c'est avant l'accouchement. Mmh. Donc on essaie de leur donner rendez-vous pour le 7e mois de grossesse. D'accord. Pas avant, hein, parce que ça sert à rien que, ils aient un bagage avant, 7 mois, sachant que c'est des femmes qui n'ont pas de lieu, souvent stable d'hébergement. Mmh. Donc tu imagines quand elles changent d'hôtel, régulièrement pendant la grossesse, si elles doivent en plus, se trimballer, Oui, les bagages, voilà, ça leur fait un peu d'une charge en plus. Donc on essaie de leur donner le plus tard possible, d'accord. mais aussi avant l'accouchement. Et quand c'est des femmes qui n'ont pas eu connaissance de notre assos, avant et qu'elles arrivent à la maternité sans rien, là, parfois les assistantes sociales, des maternités, voire les sages-femmes nous appellent pour nous dire: «Là, on a une femme, elle a rien, elle vient d'accoucher» et voilà. On essaie d'organiser au mieux, la distribution des bagages. D'accord. Mais du coup, toi, en parallèle, tu travailles? Oui, j'ai repris il y a pas longtemps. J'ai repris en OK. septembre. Tu avais pris une pause, J'avais pris un congé parental, en fait. OK. OK, donc ça t'a permis d'un peu développer ton association? Alors oui, en fait, oui, oui, c'est marrant parce que justement, l'association, elle a vu le jour, suite à un petit conflit que j'ai eu, on va dire, avec un employeur. D'accord. Parce que j'étais en arrêt OK. et du coup, comme quoi derrière tout mal se cache un bien, en fait. Oui. Je me suis dit ça avec du recul. Sage-femme, c'est, tu es assignée à un hôpital? Ouais, j'étais assignée à 2 hôpitaux, donc un hôpital qui est vraiment, au top de l'ouverture, au top de tout. Mmh mh. L'hôpital, qui s'occupe des femmes, dont je te parlais là, Mmh. dans la précarité D'accord. et puis un autre hôpital, avec qui, je travaillais, avec qui j'étais un petit peu en conflit. OK. Un petit peu beaucoup, mais au bout duquel, finalement donc du coup, ça m'a permis d'avoir du temps libre, en fait. Oui. Du temps libre pour pouvoir développer l'association et puis après, donc avec mes congés parce que comme j'ai eu 2 bébés entre-temps, en plus de la première, entre-temps, du coup, j'ai pu, avoir du temps un peu libre pour, pouvoir, voilà. En septembre, donc j'ai repris en libéral. Oui. J'ai repris en libéral, du coup, ça me permet d'aménager mes horaires et tout ça. Mmh mh. Mais bon, j'ai pas beaucoup plus de temps aujourd'hui. En fait, du coup, heureusement que les collègues sont là pour pouvoir, tout gérer, en fait. Oui. Tout D'accord. gérer. Moi, j'y vais à l'association une fois par mois maintenant à peu près, voire, parfois moins. Je gère de loin, on va dire. Oui, oui. En plus, j'ai vu que tu avais repris tes études, non? J'avais en fait, tu vois, quand tu es sage-femme, tu peux passer des diplômes en plus Oui. pour, pouvoir, soit faire de la gynécologie, du suivi de patientes, en fait, les sages-femmes, elles sont pas cantonnées. En 2017-2018. Ouais, là, c'était, je crois, le Oui. diplôme d'échographie. Oui, je vois ça, diplôme, prévention et Voilà et puis la même année, voilà, prévention gynécologie. mmh. C'est ça. Les D'accord. 2 diplômes la même année, ouais. Que j'ai eu, alhamdoulilah, Ah bah, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Et du coup, tu me disais que vous avez plusieurs différents projets maintenant, enfin, des choses que vous montez dans l'association? C'est d'étendre, Voilà, alors oui, on s'était arrêté à Pantin et en fait, du coup, il y a d'autres antennes qui se créent. Alors il y en a une qui s'est créée au Mans, la OK. ville du Mans, je sais plus c'est où le Mans, les Maine-et-Loire, je crois, mais je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Ouais, tu me fais passer Ensuite, il y pour a un inculte. Rennes, il y a une antenne là qui Rennes, j'ose espérer que tu situes Rennes. Oui, c'est dans le nord. Attends, 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 tu plaisantes? Quoi? Rennes, c'est en Bretagne. En Bretagne, nord-ouest, oui, mais c'est dans mais pour moi, c'est dans le nord, je suis de Lyon. Ouais, ouais, ouais. La Bretagne, c'est la Bretagne quand même, Ouais, hein. c'est au nord. Tout ce qui est au-dessus de Lyon, c'est le nord pour moi. Et par contre, dans le nord, oui, effectivement, dans le nord, il y a Lille et Lille, il y a une antenne aussi qui se crée là-bas. Donc D'accord. qui est montée par, une collègue, de l'hôpital où je travaillais d'ailleurs, l'hôpital, mère-enfant et donc c'est une collègue, aide-soignante AMP Mmh mh. qui, maintenant elle est moitié du temps à Lille et moitié du temps à Paris pour le travail et donc elle est en train de monter une antenne, à Lille. OK. Donc ouais, vous êtes plutôt situés dans le nord de la France, en fait, enfin, Rennes, Le Mans, Plutôt, Lille. mais attends, 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 il y en a une là qui est en train de se créer à Marseille Ouais, et on est ravis parce que vraiment Marseille, il y a vraiment de la demande en fait. d'accord. Il y a Ouais. vraiment des besoins.
Donc super, donc une antenne se fasse là-bas, c'est génial. D'accord. Donc là, on cherche encore sur Toulouse. Sur Toulouse, j'ai une piste, une sage-femme aussi, qui est intéressée pour monter une antenne à Toulouse. Et Lyon? Lyon, ça vient Et pas? puis Lyon, on aimerait bien Lyon, justement. Cool, cool. Ouais, ça serait vraiment bien à Lyon. Je pensais que vous aviez aussi d'autres, vous vouliez développer d'autres modules de votre association, je sais pas, d'autres, services? Alors en fait, on a pensé à un moment en fait, il y a une bénévole qui a créé, la même bénévole qui avait contacté toutes les paroisses. Elle a créé sa petite assos qui s'appelle Un soir, un toit et là D'accord. qui pallie, aux difficultés d'hébergement, d'urgence. Parce que, faut savoir que, cet hiver et encore aujourd'hui, Mmh. tu as des femmes enceintes qui quand elles des femmes, qui viennent d'accoucher et des femmes enceintes aussi, qui quand elles sortent de maternité, n'ont pas de logement et donc sortent pour aller dormir sur le trottoir. Terrible, c'est terrible ça. Et ça, c'était, intolérable. Très, très dur, c'est intolérable. C'est insupportable. Donc Clémence, à l'époque, elle avait créé donc son assos qui est un petit peu en stand-by suite à des petits, on va dire problèmes, personnels, Mmh. voilà. Elle a dû mettre un petit peu de côté et en attendant Shiraz, donc ma coprésidente, elle a beaucoup, 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 carburé, ces derniers mois et elle carbure encore aujourd'hui pour mettre ces familles à l'abri. Quand on lui envoie les signalements et elle a un listing de familles qui sont prêtes D'accord. à accueillir, ces mamans bébés et elle les met en contact et elle suit comment ça se passe. Donc si tu veux, ça fait plusieurs mois qu'elle est vraiment à fond dans le truc, dans l'hébergement. Mais Oui. on se dit qu'il faut qu'on reste quand même focalisé sur, la mission première et que l'hébergement, tout ça, ça doit être normalement du rôle de l'État de pallier à ça et c'est pas des même si on peut pas, voilà, rester, rester sans rien faire parce qu'on peut pas. Mmh. C'est clair, si vous commencez à trop vous diversifier, ça va être compliqué de gérer à la fois, C'est ça. C'est très compliqué parce que ça demande vraiment, 2-3 temps plein, quoi, pour gérer que le pôle hébergement. Et à savoir que du coup, on a une vingtaine actuellement de familles qui sont hébergées par d'autres familles. Et mmh. tu as une personne, Julie, hein, que je salue, plus, qui héberge actuellement 16 mamans de bébés. T'imagines? Waouh, 16 mamans, T'imagines? 16 mamans bébés. truc de ouf. C'est un truc de fou. Ça a commencé par 2-3 et elle pouvait pas en fait, c'est une personne qui peut pas rester, sans rien faire en voyant ces femmes. C'était insupportable pour elle et du coup, Mmh. voilà. Franchement, il y a des gens, ils font des trucs de fou, hein, comme tu dis. Mais de fou, de fou, de fou. Ils sont des personnes inconnues comme ça, qui accueillent des dizaines de personnes tous les mois. Ouais, c'est pas ça qu'on te montrera dans les médias, tu vois? On te montrera d'autres choses qui vont essayer de diviser, qui vont essayer de te dire: «Ben non, on veut pas des réfugiés, Mmh. non» et cetera. Mais non, non, franchement, Dieu merci, c'est pas du tout, l'image qu'on a nous, des Français. Les Français sont ouverts, même dans ma profession, tu vois? Je le vois. Mmh. Je suis sage-femme libérale là depuis septembre. D'accord. La moitié de ma population, la moitié de mes patientes, c'est des non-musulmanes. OK. Et ça se passe très bien. Je n'ai jamais eu aucune remarque sur mon voile, aucune. Et c'est des patientes qui reviennent me voir, tu vois? Elles pourraient dire: «Ah bah non, elle est voilée, j'y vais pas». Non, du Mmh. tout. Je n'ai jamais eu aucun problème. Des patientes, quand j'ai un sont satisfaites, reviennent et voilà. Et c'est là que je me dis que vraiment par rapport à cette problématique-là du voile en France, dont on a entendu beaucoup, beaucoup parler, Oui. c'est qu'un problème médiatique et politique. La population, elle s'en fiche. Ah mais c'est clair que c'est les médias et l'État qui poussent un peu au conflit et Bon là, en ce moment, il y a le coronavirus, donc on nous lâche un petit peu les baskets. Mais bon, quand l'histoire du coronavirus sera passée, on reviendra, sur le devant de la scène, c'est sûr. Mais il faut mmh. pas qu'on tombe dans ce piège, de se dire, que, les Français, sont, intolérants et tout ça, parce que franchement, tous les jours, je le vois et c'est pas le cas. Bien sûr, Oui, il y a des cas, bien sûr, il y en a, c'est sûr. Il y a une minorité, une très, de très partout, faible minorité qui fait le plus de bruit, mais c'est pas, voilà, c'est pas celle qui représentent la majorité. Ouais. qui représente la France. D'accord. On n'a pas parlé de ton parcours et d'où tout cela est venu. Tu as grandi du coup, à Melun? Du tout. Non? Non, pas du tout. OK, on va la refaire. Melun, c'est une Où ville est-ce que tu où as j'ai grandi? été un petit peu parachutée. Alors, en fait, je suis née, j'ai grandi à Saint-Dizier, en Haute-Marne, OK. en Champagne-Ardenne. OK, on fait un cours de géographie là Comment? aujourd'hui. Ouais, tu auras fait de la géographie là. Donc c'est dans le nord-est de la OK. France, c'est entre Reims et Nancy.
pour te situer un petit peu la ville. Ok. Donc j'ai grandi là. Après, du coup, j'ai eu mon bac scientifique, option SVT, sciences de vie et de la terre. Après, donc, je voulais faire médecine à la base. Donc, je suis partie à Mhm. Reims faire mes études, la fac la plus proche. Et du coup, j'ai passé le concours de première année de médecine. Et j'ai pas été classée au début là où je voulais. J'ai D'accord. été classée sage-femme. Donc, c'était un métier à savoir que sage-femme que je connaissais absolument pas avant de m'inscrire en médecine. Oui. Voilà, j'avais un peu la même image que beaucoup de gens, c'est-à-dire la personne qui sort les bébés et basta, qui fait Ouais. les accouchements et ça s'arrête là. Donc, durant la première année, je me suis renseignée quand même sur le sujet. Je me suis dit, imagine si j'ai le concours en sage-femme, qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis renseignée, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus élargi que ça. Et ben, du coup, après, j'ai intégré l'école de sage-femme qui a duré dans 4 ans à Reims. Et après, j'ai eu donc mon diplôme en 2008 Mhm. et je suis partie donc travailler dans un premier temps dans une petite maternité à côté de Saint-Dizier, donc chez ma mère, à côté de chez ma mère. D'accord. Donc je vivais encore chez ma mère, c'était trop bien. La bonne époque. Pendant 1 an et demi, voilà la bonne époque. Et donc c'était une petite maternité, 300 accouchements par an, donc toute familiale. On connaissait toutes les patientes, elles venaient pendant leur grossesse, on les accouchait, on les revoyait après avec le bébé. Ça, Mhm. c'était génial. Mais malheureusement, une maternité qui a fermé aujourd'hui parce qu'ils ferment toutes les petites maternités comme ça pour tout regrouper dans des grosses structures, pour faire des usines à bébés, quoi, en gros. Donc Mhm. voilà. Donc après, en fait, je suis restée, moi, j'y étais encore avant que ça ferme, hein. Mais je suis partie de là-bas parce que je me suis mariée. Donc mon mari travaillait sur Paris, donc je l'ai rejoint à Paris. C'est là que j'ai postulé donc dans un hôpital qui n'avait pas encore ouvert. Donc l'hôpital dont je te parle depuis le début là, qui s'occupe des mamans, bébés dans la précarité Celui qui est bien ou celui qui est pas bien? médico-psychosociale. Celui qui est bien. Ah, ça. Les troubles de la relation mère-enfant en fait, on suit ça. Donc j'ai eu des diplômes en psychiatrie périnatale, psychopérinatalité pour pouvoir bien faire mon métier dans cet établissement. D'accord. Et ensuite, donc au bout d'1 an et demi, si tu veux, comme ils faisaient pas d'accouchement, les accouchements, ça commençait quand même un peu à me manquer. Donc je suis, Mhm. grâce à la cadre qui était, Bah, en fait, j'ai fait comme si tout allait bien, mais c'est quoi la psychopérinatale? la psychopérinatalité, en fait, c'est tout ce qui est en Mhm. lien avec la grossesse, la maternité, d'un versant psychologique. Ok. C'est un diplôme qui m'a permis de comprendre, comment certaines pathologies psy pouvaient apparaître pendant la grossesse, comment les prendre en charge, comment les orienter, tout ça. Donc je sais pas si tu vois? Donc, du coup, tu communiques avec elle pour savoir s'il y a des troubles psychologiques liés à la grossesse? Oui, sachant que, comme je te disais, l'hôpital là où je travaille, c'est que des femmes dans ce truc-là, qui ont des Ok. difficultés un peu psychosociales. Donc c'est pour apprendre à communiquer avec ces mamans, apprendre un peu à comprendre déjà, à les comprendre et comment ces pathologies ont pu survenir et comment mettre au mieux les moyens pour pouvoir les aider. C'est avant la naissance ou après la naissance? Les deux. Il y a des choses qui peuvent apparaître déjà pendant la grossesse, notamment chez les femmes, tu sais, qui ont des addictions, tout ça. Des fois, c'est un petit peu dur pour elles de créer un lien avec le bébé. Oui. Celles qui font une dépression aussi pendant la grossesse. Ça peut arriver dès la grossesse, une dépression, Mhm. quoi. Et il y en a parfois, c'est après la naissance que les choses apparaissent, que les problèmes commencent. D'accord. Donc c'est vraiment un versant très, très intéressant, du métier que j'ai pu, mettre en pratique et approfondir. D'accord. Donc les accouchements ont commencé à me manquer parce qu'on faisait pas d'accouchement là-bas et du coup, ben, ma cadre, m'a fait rentrer dans une autre maternité pour, pouvoir faire des accouchements et donc j'ai fait des accouchements jusqu'en 2010. Après bon, j'ai été en congé parental, tout ça. Et voilà, je suis toujours en congé parental de là-bas d'ailleurs, en plus du libéral. Ok. Super. La boucle est bouclée. Mmh. Bon, j'ai eu une petite expérience avant de lancer la sauce dans l'humanitaire. Oui, oui, j'ai vu ça. Je suis Oui. partie, voilà, petite expérience parce que normalement c'était 3 semaines et ça a duré qu'une A2S, semaine. Avenir Ouais, Santé Solidarité. non, ça c'est autre chose. Avenir Santé Solidarité, ça c'est une association qui a été montée par des professionnels médicaux il y a quelques années
et qui permettent de, comment dire? De mettre en de ça a plusieurs, versants. C'est un versant prévention pour la population. On fait des vidéos, tout ça, pour, faire de Mmh. la prévention sur diverses choses, pour, au sujet de la santé. Par exemple, D'accord. sur, on va dire, les maladies, cardiaques, comment prévenir l'hypertension, pour le ramadan et la grossesse, que faire? Est-ce qu'on peut jeûner quand on est enceinte? Quand on a un traitement pour l'hypertension, est-ce qu'on peut jeûner? Enfin, on fait plusieurs, vidéos de prévention en rapport ou pas avec l'islam, parce que parfois c'est vraiment des vidéos D'accord. générales, quand tu as une personne qui fait un arrêt cardiaque, qu'est-ce que tu dois faire? Les premiers gestes. Donc Mmh. voilà, et puis il y a un autre versant où on intervient un petit peu dans les collèges, les écoles, pour faire soit de la prévention bucco-dentaire, de l'éducation à la santé ou même de l'orientation, pour motiver les jeunes à faire des études, leur dire que ce n'est pas impossible quand tu viens même de banlieue ou d'une petite ville de faire médecine, par exemple. Super. Tu vois, ça leur permet de voir Ça rejoint le côté, inspirant du podcast. Donc ça leur permet quand ils voient, des personnes, soit des femmes voilées par exemple qui font un métier, soit, des jeunes qui viennent de banlieue qui sont médecins, tu vois, ça leur donne un petit peu une image, concrète qui leur dit, que moi aussi je peux le faire. Oui, OK. Bah, j'adhère totalement à Ça ça. aussi je te mettrai en contact si tu veux avec, Hem, l'un des membres. je veux bien, ça a l'air intéressant. Je suis sur le site internet, là, je vois que vous avez effectivement beaucoup d'activités, de vidéos, de conférences, tout ça. Mmh mh. Et du coup, l'autre, en fait, c'était pas celle-là, du coup, c'était Gynécologie sans L'autre oui, c'est frontières. ça. C'est vraiment une petite expérience on va dire, parce qu'à la base on était partis pour, en fait ils cherchaient au mois d'août, juillet. Non, en juillet, on a reçu un message au niveau des sages-femmes comme quoi ils recherchaient En d'urgence. 2013, Ouais, hein, c'est ça, juillet c'est 2013. ça. Et donc Mmh. message dans ma boîte mail, ils recherchent de toute urgence des sages-femmes pour mission, à Zaatari, donc à la frontière, Mmh. jordanienne, avec la Syrie, la frontière syrienne. Donc c'était à quelques kilomètres, de la Syrie et où il y avait, donc un camp, de réfugiés. Donc Oui. c'était un camp mis en place par des militaires français Mmh. et où, Gynécologie sans frontières était collé donc aux militaires pour pouvoir, faire des accouchements, faire du suivi pédiatrique, tout ça et on avait en fait des réfugiés qui arrivaient tous les jours enceintes, tous les jours avec des bébés et donc on était dans des préfabriqués là-bas, la journée à faire, les actes médicaux, à suivre ces mamans, ces femmes enceintes qui souvent avaient tout perdu. Elles avaient perdu beaucoup de membres de leur famille, parfois leur mari, parfois leur fils, enfin bref. Donc pendant Mmh. une semaine, on est resté là-bas et en fait, normalement, c'était 3 semaines, mais ils nous ont éjectés au bout d'une semaine parce qu'il y avait trop de danger de tu sais, c'était suite à une attaque chimique. Tu te rappelles? Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une grosse attaque chimique, et François Hollande, à l'époque, qui était président, il avait menacé de riposter, mais il attendait, l'accord des Américains qu'il n'a jamais eu, donc il n'a jamais riposté. Mais vu qu'on pensait qu'il allait riposter et qu'après, la Syrie, s'ils voulaient s'attaquer à quelqu'un, c'était à nous, parce qu'on était dans le camp militaire français le plus proche. D'accord. Ils nous ont éjectés direct, quoi. On a laissé les femmes comme ça en travail, les femmes machin, on est partis. Donc voilà, c'était la petite expérience de Zaatari qui m'a fait prendre encore plus conscience de ce qui se passait là-bas, en Syrie, la catastrophe. Encore aujourd'hui, tu vois, j'aurais jamais imaginé en fait en 2013 qu'en 2020 ça soit la même chose. Mmh. À l'époque, quand tu devais te Que dire 7 ans que plus ça allait durer tard, quelques on années, laisserait puis ça allait se calmer. voilà. Moi, je me suis dit: «C'est pas possible, ça va pas continuer comme ça», et 7 ans après, c'est exactement pareil, quoi. C'est terrible, terrible, terrible. Terrible, cette situation de guerre. Je crois que c'est la pire situation qui puisse exister, en fait, depuis, Et c'est ce qui t'a motivé aussi un petit peu à créer ton association? ça m'a ouais, aussi, hein. Ouais, ouais, c'était bien avant ma grossesse, mais j'avais déjà récolté un petit peu de choses pour aller là-bas sur place, auprès de la mosquée de Saint-Dizier et donc on va dire le petit bagage, il a un ancêtre à Mmh. Zaatari. J'étais arrivée avec plein de petits vêtements et tout, les femmes réfugiées, elles étaient trop heureuses, trop, trop heureuses quand elles repartaient même avec des petites chaussettes et tout et ouais, ça m'a un petit peu je pense que ça a fait tilt pour, quelques années plus tard quoi, pour le petit bagage d'amour, ouais Oui, d'accord. et souvent même, ces réfugiées syriennes, on les retrouve en France, quoi. On les retrouve à Paris, on les retrouve à Porte de Saint-Ouen. Oui, Souvent, elles sont passées par Zaatari quand tu leur parles. je savais pas. C'est une zone où il y a beaucoup de transit, en fait? Ouais, mais pas plus que la Turquie, je pense. Ouais. Ça a été quoi tes moments les plus durs, depuis que tu as
tu as commencé ton travail, de sage-femme et à l'association? Par rapport à l'association, franchement, les moments les plus durs, c'est quand tu vois une femme enceinte arriver qui te dit qu'elle a pas mangé depuis 2 jours et que tu es en France, tu vois? Et qui te dit qu'elle a dormi à l'arrêt de bus. Ça, c'est des moments trop durs. Ou quand tu vois, des nouveau-nés, pareil, des nouveau-nés, tu te dis: «Ils ont dormi dehors avec leur maman, sur le trottoir». Ouais. Pareil, ça, c'est pas concevable. J'imagine même pas que ça puisse encore enfin, ça puisse exister dans un pays développé comme la France. Mais voilà, exactement. Je te jure, même à Zaatari, je me dis: «Ils étaient sous détente au moins», tu vois? Mmh. Enfin, ouais, et il y en a tellement, en fait. Des moments où en plus d'être réfugiée, c'est maman, en plus d'être réfugiée, en plus d'être dans la précarité, bah, il y a la maladie aussi, tu vois? En plus d'être enceinte. Maman qui, venait d'accoucher et qui te dit: «Ben, comment je fais? J'ai un cancer». Ou parfois les enfants malades, les réfugiés dont les enfants sont malades, puisque des fois on nous contacte pour, des couches un peu plus grandes. On Mmh. nous demande si on a des couches pour des enfants de 5-6 ans, tu vois? Des enfants malades, qui sont suivis souvent à l'hôpital Necker, à l'hôpital Robert Debré. Donc Mmh. tu te dis: «Purée, ces familles, elles cumulent tellement, en fait». Elles cumulent la précarité, elles cumulent l'exil, parce que c'est pas facile de quitter, le pays où tu es né, où tu as grandi, où tu étais bien, comme si c'était un choix de vie, en fait. Mais non, c'est pas un choix. C'est que voilà, c'est des personnes, elles ont pas eu le choix et ça, il y a beaucoup de gens, ils comprennent pas et en plus de ça, bah, se rajoute, la maladie, la mort, tout ça. Tu te dis: «Purée, elles cumulent tout à tous les niveaux». Il y a pas de sérénité, il y a pas de paisibilité possible. Quand tu vois aussi la façon dont elles sont traitées, en fait, en général, c'est des personnes, tu te dis, bah, déjà pour elles, c'est pas évident de venir demander des choses. Déjà, elles ont l'impression de plus avoir de dignité, plus rien. Mmh. C'est pas évident pour elles de venir demander des choses et en plus, elles ont d'autres choses qui se rajoutent, les problèmes de logement. Tu sais, le 115 déjà, souvent il y a pas de place. Même en hiver, ils étaient saturés, donc tu avais des personnes qui allaient dormir dans les hôpitaux. Les Oui, hôpitaux leur ouvraient les portes pour, les accueillir dans les couloirs, les urgences, à même le sol, en fait. Et d'accord. aujourd'hui, là, j'ai appris quoi hier? Que, tu as des hôpitaux, ils leur ouvrent plus les portes à cause du coronavirus. Que par mesure de sécurité et tout, ben, ils sont mis dehors, en fait. Dur, Ah là 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 là. dur. Ouais, ouais et donc q même quand elles sont dans des hôtels 115, faut voir l'état des hôtels, hein. Faut voir l'état. Souvent, c'est des hôtels complètement insalubres. Insalubres. Tu as des punaises de lit, tu as des cafards, tu as pas d'hygiène, tu as la gale. Des hôtels, des lits avec la gale, enfin, c'est complètement et puis tu as des bébés qui ont des problèmes, des fois, comme ces mamans, tu vois, comme si elles cumulaient pas assez. Les bébés, ils naissent avec des petits problèmes de santé, soit prématurés, soit c'est des bébés vraiment fragiles au niveau respiratoire. Donc tu les mets dans des hôtels comme ça où il y a de l'humidité, des champignons et tout, c'est le coup sûr ou qu'ils se retrouvent encore hospitalisés Mmh. après, quoi. Et des fois, tu te dis au moins quand le bébé il est hospitalisé, ben, il est au chaud. C'est bizarre, hein, des fois comment on raisonne, mais voilà. Mmh. Et donc les hôtels, voilà et même quand elles sont dans des hôtels pourris, je vais dire le mot, pourris et ben, le 115 les change quand même d'hôtel. Des fois, elles changent toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc il y a jamais de repères pour ces bébés. Ils sont toujours en train de changer d'endroit. Je sais pas si tu as des enfants, Abdel? Non, j'ai pas d'enfant, pas encore. Ouais, pas encore. Bah, tu verras, on va te on va te dire qu'un bébé, quand il naît, faut qu'il ait ses repères, faut qu'il ait sa chambre, faut qu'il ait son rythme pour dormir, tu vois? Oui, Faut qu'il ait toujours le même endroit, pour pouvoir s'endormir paisiblement, que tu, mettes en place un petit rite, en gros, d'endormissement, tout ça. Alors tu imagines comment c'est pas possible pour ces bébés-là. Ils ont jamais les mêmes murs, ils ont jamais les mêmes, repères mmh, quand ils grandissent, quoi. Donc tu te dis: «Qu'est-ce que ça va donner plus tard?» Toutes ces générations-là qui sont complètement, déstabilisées, pour lesquelles on a complètement supprimé tous les repères, pour lesquelles aussi les mamans, les parents ne vont pas bien. Donc dis-toi une maman qui va pas bien, qui se préoccupe aussi en plus de son bébé, de savoir comment je vais l'alimenter et tout ça, qui se dit: «Mais moi-même, comment je vais manger? Comment je vais me vêtir? Comment je vais, dans où je vais dormir?» C'est des personnes, elles ont des angoisses les problèmes, ils permanentes. sont Elles ont des beaucoup plus problèmes c'est un autre voilà, level, en fait. C'est un autre niveau. c'est ça.
exactement. Et franchement, ça fait vraiment relativiser sur nos propres vies, quoi. Tu Mmh. te dis: «Purée, mais on n'a pas le droit de se plaindre. Alhamdoulilah, on a un toit, on a une famille, on a à manger, on a tout, en fait. On est en bonne santé». Tout ce que tu vois là, ça t'attriste pas trop au quotidien? Ça te touche pas trop? Bah, ça dépend des situations. Si tu veux, comme je te disais, en ce moment, j'ai pris un peu de recul du fait de mon activité professionnelle, du fait des enfants, tout ça, j'y suis beaucoup moins. Mais au Oui. début, quand même, c'était dur, hein. On est obligé de mettre des barrières aussi pour pas, entre guillemets, «s'attacher», mais on est obligé parfois de s'attacher, on s'attache. Tous les Mmh. bénévoles, ils ont des petites familles chouchoutes, comme ils disent. Des familles chouchoutes, il y a toujours des familles qui sont toujours suivies par les bénévoles, qui sont toujours en contact. Et il y a des choses merveilleuses aussi qui se passent, tu vois, en parallèle. C'est très, très attristant, mais des fois, quand tu vois, bah, la solidarité qu'il y a avec ces familles-là, Mmh mh. que les gens ils sont pas insensibles, parce que quand on a vraiment des gros cas urgents, de personnes qu'il faut impérativement mettre à l'abri ou faut ramener à manger parce qu'elle a pas mangé depuis 2 jours ou quoi, bah, quand on lance des appels, franchement les gens ils répondent tout de suite, quoi. Oui, Ils répondent tout de suite, tout de suite. Et ça permet de se dire, bah, que quelque part, il y a de l'espoir. il y a toujours de l'espoir, voilà. Mmh. Donc pourquoi être triste? C'est clair. Comme là, tu vois, j'ai une petite anecdote. Vas-y. On a un acteur on a un acteur très connu qui nous suit et qui m'a appelé en cet hiver. OK. Il m'a appelé quand? En décembre. En décembre, je te dirai après qui c'est, hein, mais je pense qu'il veut peut-être garder l'anonymat, il voulait pas trop qu'on fasse de bruit dessus, moi je te dirai après. D'accord? Tu couperas au montage. OK. Désolé aux auditeurs. Et du coup, bah, en fait, il m'a appelé en décembre avant Noël en me disant, «Je voudrais accueillir une famille pour Noël, lui faire passer un Noël de rêve avec nous, avec ma femme, avec ma fille, pour que voilà, pour qu'elle se sente bien et qu'au moins une famille puisse se passer un Noël digne, et pas être dans son hôtel, misérable, ou à la rue». Donc voilà, donc on l'a mis en D'accord. contact. Après, finalement, on avait 2 familles, on hésitait entre 2. Donc du coup, il a pris les 2. Il a pris les 2 familles et elles ont passé un Noël de ouf. Ils avaient fait une enveloppe pour elles, des cadeaux pour le bébé, pour les bébés. Ils ont Mmh. pris des photos même avec leurs filles, les bébés qui étaient à côté et tout, mais c'était trop, trop magnifique. Et puis ils disaient: «Est-ce qu'elle mange quoi? Halal? Elle mange kasher? Elle mange quoi? Nous, on s'adapte». On s'adapte Trop gentil. vraiment, voilà. Donc ils ont été faire les courses exprès pour elles en fonction de leur régime alimentaire et tout. Mmh. Ils leur ont fait des cadeaux, les mamans ont eu des cadeaux, tout ça et puis après elles sont reparties, le soir, bah, dans l'hôtel où elles étaient. Elle leur a payé des taxis aussi, du lieu d'où elles étaient et tout. Elle a tout pris en charge. C'était magnifique. Et les mamans, encore aujourd'hui, elles nous en parlent, tu vois? Quand on les a au téléphone. Quand Shiraz, elle les a, encore aujourd'hui, elle leur en parle, quoi. Ouais. Et c'est comme si cette soirée, elle avait un petit peu changé, la vie de ces 2 mamans, parce que depuis, elles se sont un petit peu plus reprises, elles ont le sourire et là, elles sont en train de faire des cours d'alphabétisation, ce qu'elles faisaient pas avant. Oui, Elles ont décidé de se reprendre en main, quoi, tu vois? Donc des fois, tu as une soirée, ça peut tout changer dans ta vie. c'est clair. Est-ce que tu peux nous donner un conseil pour les gens qui souhaitent, monter un projet à impact comme le tien? Qu'est-ce qu'il faut garder en tête et qu'est-ce qui t'a aidé? Alors moi, déjà, j'ai eu, bah, le soutien de mon mari au début. Mmh mh. C'était important, je pense, d'avoir son soutien, Soutien pour familial. pouvoir, mener à bout ce projet, Mmh. même si après il a été complètement dépassé par tout le reste, mais bon, il regrette pas, hein. Et bah, avoir, je pense la motivation au début. La motivation, en fait, c'est ça qui fait tout. La volonté, hein, pour toute chose, hein, dans la vie, hein, que ce soit pour monter un projet, pour avoir un diplôme, pour tout, tout, tout. Bah, quand tu as la volonté, la motivation et l'entourage aussi qui va avec et bah, il y a pas de raison de pas réussir. Et puis, aussi, bah, invoquer Allah, quoi. Oui. Pour ceux qui sont musulmans qui ont un projet, s'en remettre à Dieu avant tout. Et si c'est une bonne chose, de toute façon, il vous facilitera. Moi, il m'a énormément facilité. Tout a coulé de source après, c'était vraiment effet boule de neige. Et après, si c'est un mal, pour vous ou pour autrui, eh ben, il vous en éloignera et de la plus claire des manières. En fait, toi, tu avais l'intention de faire du bien, tu as commencé et de fil en aiguille, ça s'est développé. C'est ça, vraiment de fil en aiguille et très vite, alhamdoulilah. Mmh. Et avec l'entourage aussi, hein, j'ai été très soutenue, par mes amis dès le départ, qui m'ont beaucoup aidée d'un point de vue logistique. Mmh mh.
pour aller récupérer des dons, pour aller me ramener des dons, faire les collectes, faire les maraudes Oui. et d'un point de vue aussi, on continue quoi. On lâche pas l'affaire, on continue Mmh. OK. et même aujourd'hui, hein, les bénévoles, de l'association en fait sont devenus, des personnes, enfin celles que je connaissais pas avant, qui se sont rajoutées, dans l'association. Bah, aujourd'hui c'est devenu des proches de mon entourage en fait. Mmh. Alors qu'avant je les connaissais absolument pas il y a 3 ans et aujourd'hui c'est vraiment devenu de très proches. D'accord. Bah, c'est clair que vivre tout ça avec un groupe de personnes, ça construit de fortes amitiés. Exactement. Bah, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai une ou 2 questions pour terminer. Oui, Est-ce que tu as une référence ou un livre, un podcast, une vidéo qui t'a particulièrement marqué, que tu souhaiterais recommander? en général? En général, oui. Ça peut être par rapport à ce que tu fais, mais ça peut être en général. Alors, par rapport à une vidéo, l'une des dernières que j'ai regardées, Mmh mh. il y a une vidéo de Pas de quartier qui met en avant le travail d'Abdelali El Badawi, D'accord, qui, était aussi membre de mon association au début d'accord. et qui a monté un super projet, une super association qui vient, aider, comment dire? Qui aide les personnes, qui n'ont pas accès facilement à la santé Mmh mh. à, à ramener la santé vers eux, en fait. OK. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé avec, en partenariat avec Essilor, consultation ophtalmologie gratuite et lunettes gratuites pour des Shibani d'un foyer notamment et des personnes précaires, dont des personnes que nous suivions le petit bagage d'amour et donc c'est une vidéo qui résume très bien, son action, comment ça a commencé et tout ça. D'accord. Donc je vous la conseille. Le nom, c'est quoi déjà, tu disais? Pas de quartier. OK. Je sais pas si tu mets des liens sur tes Oui, je podcasts? mets des liens en dessous de mes podcasts, oui. Voilà, je te l'enverrai. OK. Je t'enverrai le lien direct pour la vidéo. OK, super. Si une personne souhaite, rejoindre l'association, aider, enfin, il y a plusieurs moyens. On peut faire des dons, on peut rejoindre en tant que bénévole. Oui, alors voilà, vous pouvez faire des dons, de divers, soit des dons d'argent. Mmh mh. On a un PayPal et un RIB qu'on peut vous communiquer. Vous nous envoyez un mail à unpetitbagagedamour@gmail.com. D'accord. Donc c'est un petit bagage d'amour tout attaché OK. @gmail.com. C'est également le lien, PayPal, OK. le mail, pour notre PayPal si vous voulez envoyer un don PayPal. OK. Et pareil, si vous voulez faire des dons, donc en nature, si vous avez des porte-bébés, des poussettes, des, comment on appelle ça? Des vêtements, de la layette bébé. Mmh mh. On prend pas pour le moment les habits adultes par manque de place à Saint-Sulpice, mais voilà, pour le moment, on est concentré vraiment que sur les bébés. On espère un jour avoir un grand local à Paris, où on pourra accueillir, les mamans Mmh. dignement, dans un fauteuil avec du thé. Parce que là, pour le moment, à Saint-Sulpice, à l'église, elles peuvent pas trop rentrer Mmh. et on leur donne le bagage directement quand elles arrivent et elles repartent. Donc voilà, en attendant, vous nous contactez par mail et on vous donnera les heures, de permanence pour pouvoir apporter les dons et si vous voulez faire du bénévolat, donc on a un groupe Facebook qui s'appelle, Les Cigognes, un petit bagage d'amour, service d'aide aux jeunes mères. Je suis désolée pour le nom à C'est rallonge. pas grave, je mettrai le lien, C'est le ils ont nom qu'à co qu'à le cliquer, voilà. ce sera facile. OK, top, top, top. Donc c'est un groupe que vous rejoignez quand vous voulez faire du bénévolat et où nous vous informons de toutes les dates de permanence et vous pouvez venir quand vous voulez, il y a aucune pression. C'est vraiment, bénévole quand vous avez du temps à nous consacrer et quand vous n'avez pas le temps, on comprend tout à fait. On peut aussi signaler, ce qu'on voit, signaler un besoin. Oui, bien sûr. Voilà, si vous avez connaissance, si vous marchez par exemple dans la rue, vous voyez une femme enceinte, qui a l'air, pas très bien, vous pouvez nous envoyer un message en essayant bien sûr d'avoir son numéro de téléphone. Lui demander si elle a une assistante sociale et tout ça, parce que c'est vrai qu'avoir une assistante sociale, dans tous les cas, ça va lui servir Oui, pour faire les démarches les plus élémentaires. Parce que des fois, on nous dit: «Oui, mais c'est chiant, j'ai pas d'assistante sociale, nin nin», mais en fait, ça vous servira toujours d'avoir une assistante sociale. oui. Super. Bah, écoute, Samra, je te remercie beaucoup pour ton temps. Bah, merci beaucoup Abdel pour l'invitation. C'était très bénéfique, c'était très intéressant, ton parcours et le travail que tu fais. Je trouve que c'est un travail important et il y a enfin,
On n'est pas assez au courant des acteurs qui travaillent dans ce type d'association et je trouve que c'est très admirable. Merci infiniment. Je te remercie pour tout et je te souhaite une bonne continuation, Inch'Allah. Inch'Allah, bah, merci beaucoup. Bonne continuation à toi aussi. Merci, salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et inspiré. Si c'est le cas, je t'encourage à le partager autour de toi et à me donner tes impressions par email ou depuis la page Facebook Muslim Makers en description. Je m'appelle Abdelrahman Kourichi et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode, Inch'Allah.